Allez, on poursuit notre grand live du voyage d'affaires. Bonjour Valérie Bonnède. Bonjour François-Xavier. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes la présidente des EDV, les entreprises du voyage. Vous avez été élue en octobre dernier. Vous êtes d'ailleurs la première femme à avoir été élue à la tête de cette organisation. Et vous êtes d'ailleurs l'une des rares femmes présidente d'une grande institution de l'industrie du voyage. Et c'est vrai que dans le milieu du travel management, on ne connaît pas forcément les EDV. Or, il y a quand même des vrais enjeux sur le voyage d'affaires au sein des EDV. On va d'abord rappeler un peu ce que sont les EDV. C'est quoi ? Alors, les entreprises du voyage, nous sommes une organisation professionnelle, secteur du voyage et des tours opérateurs. Et effectivement, nous regroupons, nos adhérents sont les entreprises qui exercent dans ce secteur d'activité et qui intermédient, on va dire, entre le client, quel qu'il soit, et les fournisseurs. Et donc, évidemment, on a plus tendance à penser que les entreprises du voyage représentent le secteur du loisir, ce qui est évidemment bien sûr le cas, mais pas du tout uniquement, et même qui n'est pas une part prépondérante de l'activité quand on regarde le business dégagé. En fait, 70% de ce que nous faisons, de ce que les entreprises produisent, concerne le voyage d'affaires. Ah oui, et 30% le loisir. Donc, avec bien sûr des opérateurs qui évoluent pour certains, mais les grandes TMC sont membres adhérentes, on appelle ça comme ça chez nous. Amex GBT, CWT, BCD Travel sont adhérents bien sûr chez nous et sont partie prenante. Et je vous dirai peut-être un peu comment on est organisé autour des sujets que vous allez aborder aujourd'hui. Et puis, les réseaux de distribution, les réseaux de proximité, donc les réseaux volontaires, les réseaux intégrés, Selectour, Manor, etc., sont adhérents chez nous. Donc, le business travel, le voyage d'affaires, les entreprises qui exercent et les enjeux qui y sont liés sont tout à fait des sujets qui nous intéressent et qu'on aborde au sein des entreprises du voyage. Alors, permets-moi, s'il te plaît, quand même de dire bonjour à tous et de dire ma satisfaction quand Yad m'a proposé de prendre la parole pour l'organisation que je représente et pour moi-même, parce que c'est vrai que nous ne sommes pas forcément immédiatement dans l'imaginaire de tous ceux qui pensent au voyage d'affaires. Alors, les entreprises, mais encore moins leurs clients. Voilà. Oui, clairement, alors qu'il y a des enjeux forts, il y a évidemment des négociations qui ont lieu avec les EDV, des négociations qui ont des impacts importants pour les acheteurs, pour les travel managers. On pourrait citer ne serait-ce que la négociation sur la commission ferroviaire qui se déroule au sein des EDV. En tout cas, ce sont les EDV qui sont l'interlocuteur de la SNCF pour cette négociation. Évidemment, ça a des implications fortes pour les acheteurs. Alors, tout à fait. En fait, on est organisé, on a des commissions techniques où l'intérêt, justement, pour tous, c'est d'être dans le tour de table. Et on a une commission transport qui est managée par Valérie Sasset, donc BCD Travel. Et au sein de cette commission transport, on essaie, un petit peu comme la journée que vous allez avoir, d'avoir tous les interlocuteurs qui vont impacter à un moment ou à un autre de la chaîne de valeur et qui sont partie prenante. Alors, le tour de table, évidemment, des entreprises, mais aussi on écoute nos fournisseurs. Donc, comme tu le disais, la SNCF, le rail, j'ai envie de dire, un peu plus largement, parce qu'après tout, de plus en plus, il va y avoir des interlocuteurs sur le marché français. Les interlocuteurs, les fournisseurs, compagnies aériennes, évidemment avec Air France, principalement, puisque c'est quand même le premier sur notre marché. Ces interlocuteurs-là, d'abord, le rôle de la commission transport, en effet, c'est de négocier aussi, de mener des négociations qui sont évidemment... notre rôle n'est pas un rôle commercial, on n'est pas du tout dans le commercial, mais d'avoir un socle, on va dire, de base, pour l'ensemble des entreprises. C'est l'objectif d'une organisation comme la nôtre, c'est d'avoir une vision à 360 degrés, effectivement, et de s'adresser, d'adresser les entreprises, qu'elles soient très grandes, qu'elles soient petites. Elles ont besoin d'un interlocuteur unique pour avoir un espèce de socle. Donc, c'est le cas avec la SNCF. On a renouvelé notre accord avec un peu de difficulté. Je veux dire, l'année dernière, la négo a duré 1 an, et qui est un accord pour 5 ans et non pas pour 3 ans, comme on avait l'habitude de le faire. Nous avons Air France, effectivement, invité régulièrement, et les grands sujets, effectivement, et les décisions qui se prennent ont un impact concret et réel sur les entreprises adhérentes, mais pas que. Bien sûr, bien sûr. On se rappelle même pour l'aérien, en 2005, le passage à la commission zéro qui a abouti à la généralisation des transaction fees pour les acheteurs. Le passage à la commission zéro, c'est le fruit d'une négociation entre les EDV et le groupe Air France. Oui, alors on a porté un peu cette responsabilité, j'ai envie de dire, au départ, comme si on avait... mais c'est l'évolution des choses. Le modèle économique, effectivement, est passé de la rémunération du fournisseur pour l'agence de voyage
à celle du client pour le service rendu. Et c'est vrai que c'est au sein d'EDV que ça s'est passé. Mais récemment, on va dire que ce sont des projets structurants, des projets technologiques structurants pour l'ensemble du marché qui sont abordés au sein de la commission. Le projet Boost pour la SNCF, le NDC pour l'aérien. Voilà. Et on écoute aussi, il y a beaucoup de techniciens aussi qui viennent, on est organisé, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des aspects stratégiques et de gouvernance. Il y a des aspects de communication et d'entreprise qui sont là pour se parler. Et c'est le seul endroit chez nous, alors la commission, mais même au sein des EDV, où vous avez des concurrents sur ce marché qui se parlent et qui peuvent aborder, sans aspects commerciaux, l'échange de bonnes pratiques, un point sur l'actualité, etc. Donc c'est la place où on peut parler où les patrons se rencontrent, on va dire ça comme ça. Et puis on a des techniciens, vraiment, qui sont là pour aborder les sujets techniques, la compatibilité entre les tuyaux, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Et puis, plus récemment, on se souvient aussi du rôle des EDV au moment du Covid, où là, on avait justement toute la chaîne de distribution qui était mise à mal par ce Covid. Et heureusement, les EDV, avec le CETO, ont travaillé avec les autorités pour pouvoir... Il s'agissait de sauver les entreprises, très clairement. Alors, c'est vrai qu'on a été, on s'est rendu visible à l'époque. Maintenant, on a l'impression que tout est passé, mais c'est vrai que encore aujourd'hui, les présidents à l'époque étaient Jean-Pierre Mage, je travaillais avec lui. Nous avons œuvré pour l'ensemble du secteur, comme tu dis, toute la chaîne de valeur, et évidemment les entreprises qui faisaient du voyage d'affaires, parce que directement impactées, parce que voilà, tout est arrêté et on peut dire en effet que c'était une question vitale. C'est-à-dire que les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, et les grandes, beaucoup, je vais évidemment pas citer des noms, on a accompagné des entreprises de taille importante à Bercy pour mettre du lien et pour pouvoir expliquer les problématiques très particulières, puisque encore une fois, le travail qu'on fait hors crise, c'est de tisser des liens et de donner à voir quels sont vraiment nos métiers, parce que c'est très peu connu. Là, aujourd'hui, on va être entre experts, et vous savez tous de quoi vous parlez, mais quand on prend un peu de recul, à l'extérieur, personne ne sait exactement ce que c'est. Donc, on confond beaucoup de choses. Donc, l'idée, c'est de semer des petits cailloux et de savoir activer au moment où il faut. Et c'est vrai qu'on est sorti de cette période avec peu de casse, en tout cas pour ceux qui avaient une situation saine au départ. Oui, tout à fait. Alors, il y a des enjeux évidemment extrêmement importants à venir, sur cette année notamment 2024. Il y a des enjeux liés à l'intelligence artificielle, il y a des enjeux liés aux compétences. On sait que notamment chez les TMC, c'est un vrai gros sujet, les compétences, la pénurie de personnel, la formation. On sait que pour former un agent de voyage VIP au sein d'une TMC, c'est plusieurs années derrière. Donc là, il y a des vrais enjeux, j'imagine, sur lesquels vous êtes très impliqués. Alors, on est très impliqués parce que ce sujet, il dépasse largement l'industrie du voyage d'affaires, l'industrie des agents de voyage et des tour opérateurs, au-delà le tourisme et même au-delà. Et ce sujet, il est particulièrement prégnant chez nous parce que dans le secteur, notamment du voyage d'affaires, 20% des collaborateurs sont partis et ne reviendront pas, entre guillemets. Il y a le sujet de l'attractivité et il y a le sujet de maintenir comment on garde les gens qu'on a en entreprise et en général ce qu'on a pu voir avec le Covid, parce qu'il y avait un manque de visibilité, c'est que beaucoup de bonnes compétences sont parties. Donc c'est pas juste un chiffre, c'est qui est parti, qui savait faire quoi. Donc oui, le sujet d'attractivité, c'est un sujet majeur pour les entreprises du voyage et pour moi dans ma feuille de route. On y travaille, il y a plusieurs volets sur ce point. Il y a l'attractivité sociale, la rémunération, les accords qu'on peut mettre en place pour avancer sur la valeur. Et puis, il y a ce que le secteur peut lui-même dégager, les marques employeurs, les valeurs que le secteur porte. Et on voit comme les clients, on y viendra peut-être, mais que les salariés sont très attachés aux valeurs de l'entreprise aujourd'hui. Donc, c'est très important de les mettre en exergue. Et puis, bien sûr qu'il y a des modifications et des enjeux très importants avec l'IA qui arrive. Évidemment, l'IA va soit être un gros concurrent, soit être un facilitateur pour mettre de côté ce qui est automatique, qui est un peu des choses à faible valeur ajoutée, la rédaction et un tas de choses concernant l'opérationnel au sens premier du terme, et permettre peut-être, si on prend la bonne gestion prévisionnelle des compétences, ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des compétences à cœur, pour les entreprises, de faire avancer ceux qui sont là sur des compétences en renforçant les choses. Et on le voit bien, il y a besoin, dans le voyage d'affaires, d'humain, de lien et de sur-mesure avec les clients. Donc,
il y a un vrai enjeu. Il faut savoir prendre le virage. Laurence le disait tout à l'heure. Il s'agit pas je suis pas angélique, mais il s'agit pas de dire tout va bien dans le meilleur des mondes, mais c'est une opportunité pour tous. Il faut le prendre comme tel et non pas être en repli et en mode je ne regarde pas le train passer. Oui, bien sûr. Et alors là, les acheteurs attendent évidemment de leur TMC de la qualité de service. Donc c'est un enjeu très très fort pour le voyage d'affaires dans les 12 mois et les années à venir. Peut-être d'autres enjeux à partager avec nous pour les mois à venir. Oui, alors en dehors de l'attractivité, il y a le client. Ouais. Aujourd'hui, ce client, il est comment? Il fait quoi? On a aussi perdu des clients, clairement. Des clients sur des courts déplacements, sur des déplacements dans la même journée. Tout ce qui peut, évidemment, il y a l'impact économique, clairement, et il y a la politique RSE des entreprises. Des clients corporate qui obligent, j'ai envie de dire, ceux qui n'avaient pas envie et qui challenge les TMC et les agences de voyage pour proposer un accompagnement dans cette politique RSE. Ça, c'est vraiment un accompagnement qui est à valoriser et qui a des implications. Et puis, quelque part, on n'a pas le choix. Tous les appels d'offres, tous les clients doivent répondre eux aussi à leurs valeurs qu'ils ont mis en avant. Et les collaborateurs et les clients, là encore, il y a vraiment quelque chose qui se rejoint, sont très attachés aujourd'hui à la façon dont on prend en compte, bien sûr, on parle de RSE, c'est évidemment, on pense, quand on pense transport, à l'émission carbone, mais pas que. C'est la politique sociale, c'est un tas de choses. Donc, il y a vraiment un impact sur le client de ces tendances, il y a l'impact économique, et puis il y a le fait quand même que on voit que beaucoup de déplacements continuent, parce que en fait, on va parler peut-être de la santé du secteur, mais beaucoup de déplacements se font évidemment encore, plutôt sur des réunions impactantes, importantes. Et là, on reste peut-être plus longtemps sur place. Donc là aussi, tout ce qu'on peut apporter sur l'hébergement est très important. Donc, il y a vraiment une évolution de ce client qui a besoin d'être accompagné. Et là, on a quelque chose à déployer en termes d'accompagnement et de valeur à produire. Alors, tiens, justement, puisqu'on parle de clients, je vais faire un pont avec le loisir, parce qu'on s'est rendu compte en 2023 que la force du loisir agissait un peu comme une difficulté, une concurrence pour les travel managers, parce que le loisir est tellement fort que l'hôtellerie et l'aérien prend soin du loisir un peu au détriment du voyage d'affaires. Et alors, qu'en sera-t-il en 2024 ? Est-ce que vous avez déjà quelques indices à nous donner sur l'activité loisir en 2024 ? Est-ce qu'elle va continuer à être forte ? On parlait de revenge travel pendant des mois. On a l'impression que, mine de rien, ça continue. Alors oui, on voit aujourd'hui plusieurs choses. D'abord, sur le voyage d'affaires, quand même, on est revenu au même business qu'on avait en 2019. En dépenses. Ouais. On est à 80% à peu près, je crois, en France, sur les transactions. Ce qui veut dire, comme on le disait, qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne voyagent plus pour le voyage d'affaires. Donc voilà, à surveiller, mais quand même une belle dynamique. Et nos adhérents sont aussi des groupes internationaux, et le marché français se porte quand même plutôt bien par rapport à d'autres marchés. Tout à fait. Sur le loisir, très clairement, on parle de revenge travel, mais je pense qu'on n'est même plus dans le cadre du revenge travel. Parce que le revenge travel, fin 2021, 2022, bien sûr, on était sur des clients en loisirs qui n'avaient pas voyagé et qui voulaient, en fait, faire leur voyage, qui n'avaient pas effectué. Aujourd'hui, je dirais que c'est plus une tendance. Alors, on est effectivement content, il faut le dire, parce que le bilan 2023 est bon. La projection 2024 est très bonne. Ouais. Et donc, d'une façon générale. Et la tendance que l'on voit, c'est que le voyage, c'est devenu un projet de satisfaction, de plaisir, au sein de la famille, pour le loisir. Et ce n'est plus les revenge travel, c'est quelque part la sanctuarisation du budget dédié au voyage. On ne touche pas quand on peut, évidemment. Bien sûr que l'inflation a des répercussions sur le panier moyen et sur le pouvoir d'achat de certains qui ne peuvent pas voyager. Mais pour ceux qui peuvent, soit ils tranchent en raccourcissant les voyages ou en partant moins loin, soit, pour ceux qui peuvent, ils se font plaisir longtemps avant et ils sanctuarisent ce budget parce que c'est devenu quelque chose quasiment, je veux pas
un bien de première nécessité pour ceux qui peuvent. Donc, je crois qu'on est vraiment dans une tendance de fond. Donc, évidemment, on en bénéficie, on est bien content. Oui, non, mais c'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour le loisir, mais c'est vrai que pour les travel managers, c'est un élément à avoir en tête parce que, évidemment, ça a un impact sur l'inflation et sur les disponibilités. Donc, c'est forcément un élément de complexité supplémentaire. Et alors, on parle de ça, bien sûr, chez nous, puisque, voilà, tout le monde se parle. Et oui, bien sûr. Ensemble. Bien sûr. Et puis, alors, évidemment, une inconnue géopolitique, j'en parlais, c'est vrai qu'on a une année absolument exceptionnelle, qui n'est jamais arrivée et qui pourrait avoir des impacts absolument capitaux sur la suite des événements. On l'a vu, des destinations qu'on peut plus survoler, c'est-à-dire la Russie qu'on survole plus, le coût des billets d'avion, etc. La soudaineté des événements, on l'a vu avec les événements au Proche-Orient, personne n'aurait pu penser, donc il y a des impacts sur les destinations, sur la dynamique des entreprises, et peut-être en conclusion, je sais, on est très dépendant dans le voyage d'affaires de la dynamique des clients. On voit des entreprises qui sont très dynamiques et donc qui tirent le business pour certaines de leurs agences, et ça c'est quelque chose qu'on voit. Les impacts géopolitiques, donc oui, on est très soumis. En même temps, franchement, on a une résilience, une capacité de résilience assez exceptionnelle. Alors après, ça dépend de la souplesse des entreprises et de leur taille, bien sûr. Mais c'est quelque chose que l'on voit. Les choses reprennent rapidement à condition qu'on y voit un peu clair. Ce qui change, c'est la brutalité, c'est la rapidité dans tous les domaines. Et ça, on est là pour accompagner, donner à voir et puis pour faire du mieux qu'on peut. Et puis il y a Delphine qui revient sur l'intelligence artificielle, qui nous dit sur le chat 60% des métiers vont être bouleversés par l'intelligence artificielle, voire réinventés selon une dernière étude. Et je crois qu'on ne mesure pas encore aujourd'hui l'impact que ça va avoir, mais ça va être énorme. Et tout à fait. Et notre rôle aux entreprises du voyage, c'est d'aller chercher des fonds auprès des OPCO, OPCO Mobilité justement, pour payer ces formations et aller chercher des plans d'évolution des salariés dans l'entreprise, accompagner les entreprises qui ne se donnent pas les moyens aujourd'hui de voir un peu plus loin pour faire évoluer ses collaborateurs. Valérie, en fin juin, on se retrouve pour le congrès des EDV. On parlera voyage d'affaires, j'imagine. Oui, évidemment. Donc j'en profite puisque j'ai une perche tendue. On va faire une information plus précise aux adhérents, mais j'ai annoncé la semaine dernière que le congrès des entreprises du voyage se tiendrait du 26 au 29 juin à Val d'Isère, à la montagne, l'été, et que notre partenaire sera le Club Méditerranée et la SNCF sur ce congrès. Et évidemment que le voyage d'affaires aura toute sa place. Et on aura plaisir à en reparler d'ailleurs avec ton animation. Oui, ce sera avec grand plaisir. Et puis ça faisait longtemps que les EDV n'avaient pas fait un congrès en France. Oui, c'est un message. C'est un message aussi, un message très clairement RSE pour les EDV qui s'engagent sur ces sujets-là. Donc, il fallait mettre un peu les actes en cohérence avec les intentions. Oui, tout à fait. Et un message RSE, mais aussi le fait de dire qu'on alterne. On peut tout faire parce que nous vendons aussi la France. Et la France, c'est une année de la France. Donc, on s'inscrit aussi dans cette logique. On était ravis en tout cas de vous accueillir, de découvrir en effet le lien très étroit finalement qu'il y a entre le voyage d'affaires et les EDV. C'était la première fois finalement que vous participiez à une manifestation de ce type très spécialisée voyage d'affaires et c'était un vrai bonheur. Et pour moi aussi, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans quelques minutes pour notre première table ronde, évidemment avec le maillon fort, le maillon important de cette chaîne de valeur, les acheteurs eux-mêmes. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.